Delatte. Christophe Delatte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est peut-être la meilleure histoire du monde, la meilleure histoire du siècle et même la meilleure histoire de l'éternité. Je vous le garantis, vous n'allez pas vous ennuyer et vous allez bien vous marrer. C'est une affaire de 1976, c'est l'affaire des avions renifleurs. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler mon histoire, je vous présente juste celui avec qui tout à l'heure nous allons débriefer ce récit, le journaliste Pierre Péan. Bonjour Pierre Péan. Bonjour. C'est vous qui avez révélé cette affaire il y a 35 ans dans le Canard enchaîné, avant d'en faire un livre chez Fayard. Vous nous direz ce qu'il y a à gratter derrière ce formidable polar. J'ai écrit cette histoire avec Quentin Mouchel. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Delatte. Je vous préviens, c'est une histoire de fou, qui normalement doit vous faire rire et aussi pleurer. Rire parce que, ma foi, ça fait toujours marrer de voir un mastodonte comme Elf Aquitaine, l'un des plus grands corrupteurs de la planète, se faire pigeonner par deux larrons. C'est l'arroseur arrosé, ça marche toujours. Mais là où on pleure, c'est à la fin de l'histoire, je vous préviens. Quand il faut payer l'addition, 1 milliard de francs. Et là, c'est à la santé du con qui paye, c'est-à-dire à la nôtre. Parce que Elf, à l'époque, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre Raymond Barre, et tout en haut, c'est Giscard d'Estaing. Alors, je vous raconte. Nous voici un matin de février 1976 à Paris, au siège d'Elf Aquitaine, le géant pétrolier, rue Nélaton, près de la Tour Eiffel. Et je vous emmène dans le bureau du patron, Pierre Guillaumin. Il est 11h du matin et il a un rendez-vous pour lequel il a fait venir quelques cadres de la direction générale. Car c'est un rendez-vous très prometteur, avec 2 scientifiques qui auraient inventé une machine pour détecter les gisements de pétrole. C'est l'ancien président du Conseil, Antoine Pinet, qui a suggéré à Guillaumin de recevoir ces 2 inventeurs. Vous devriez les voir sans tarder. D'après ce que dit leur avocat, Maître Violet, que je connais bien, qui est un ami, ils ont un projet très prometteur. Une suggestion d'Antoine Pinet, l'homme qui a sauvé le franc français en 1952. Ça s'écoute. Et voilà donc à quoi tient ce rendez-vous. Et d'ailleurs, tiens, les voilà, avec leur avocat, Maître Violet. Un mot d'ailleurs, avant le début de cette réunion, sur ce Maître Violet. C'est un personnage assez obscur. C'est un ancien cagoulard, un collabo pendant la guerre. Il aurait des liens avec l'Opus Dei, et d'après ce qu'on dit, avocat c'est une couverture. C'est un ancien agent secret du SDES, l'ancêtre de la DGSE. Et pour tout vous dire, chez Elf Aquitaine, dans ces années-là, il y a tout un tas d'anciens du SDES. Gardez ça dans un coin de votre tête. Alors les 2 autres, je vous les présente. La grosse touffe de cheveux blancs, là, avec les grosses lunettes, c'est un Belge, un aristo, un comte, Jean de Villegas. Il aurait un château près de Bruxelles. Lui, c'est celui qui finance, c'est celui qui chapeaute le projet, mais ça n'est pas l'inventeur. L'inventeur, c'est l'autre, à côté, avec les joues flasques, là. Un Italien, Aldo Bonazzoli. Et d'ailleurs, c'est lui qui prend la parole en premier. Merci de nous recevoir, Monsieur le Président. Je me présente, je suis physicien nucléaire. Et j'ai donc mis au point un double système complémentaire qui permet de localiser des gisements de pétrole. Un premier système positionné dans un avion et l'autre au sol. Et je les ai baptisés Delta et Oméga. Et ça fonctionne par flux gravitationnel. Et là, le comte de Villegas le coupe. Oui, enfin... Je préférerais que nous fassions une démonstration, n'est-ce pas, Aldo? Plutôt que de vous révéler le secret de notre fabrication, je n'ai pas envie qu'on nous vole cette fabuleuse invention. Et là, je vous demande 2 secondes de vous remettre dans le contexte. On est en 1976. En 3 ans, le prix du pétrole vient d'être multiplié par 3. C'est la crise, c'est la fin de la belle épopée des 30 glorieuses. La France, qui est très dépendante du pétrole, est à genoux. Souvenez-vous si vous étiez né. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher.
trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Et là, qu'est-ce qu'ils proposent, les deux zigomards? L'indépendance énergétique de la France, rien de moins. Localiser des champs de pétrole et les exploiter, ne plus dépendre des pays arabes. C'est une telle promesse, sans doute, qu'on a envie de les croire. Surtout qu'à la fin du rendez-vous, le comte de Villegas fait une proposition qui n'engage à rien. Je vous propose de financer le test. Vous nous rembourserez quand on aura trouvé les premiers gisements. Eh bien, faisons-le, ce test. Et la démonstration a lieu assez vite après le premier rendez-vous, en avril 1976. On teste d'abord la machine embarquée dans l'avion, le fameux procédé Delta. Elf Aquitaine a choisi pour cette expérimentation une région, le sud-ouest de la France, où elle a déjà identifié de tout petits gisements de pétrole. On va voir si la machine les repère. Un avion, un DC-3, décolle de Tarbes. À l'intérieur, Aldo Bonazzoli, l'Italien, est aux manettes. Il a installé ces machines qui s'étalent sur 2 mètres de long et qui clignotent comme un sapin de Noël. Et il manipule les boutons, il fait des branchements, un savant fou. Et tout d'un coup, ça bip. Et ça bip au bon endroit, pile là où Elf a déjà repéré du pétrole. Et au fond de l'avion, sur un petit écran en couleur, apparaissent des formes, comme de grosses patates. Regardez, ce sont des gisements de pétrole. Paul Alba, le directeur de l'informatique de Elf, est là. Il n'en revient pas. Il est scotché. On est à 6000 mètres d'altitude et la machine de Bonazzoli vient de détecter des gisements de pétrole dont on sait qu'ils sont à plus de 3000 mètres sous terre. Incroyable. Et ensuite, on teste le système Omega, celui qui fonctionne au sol, sur terre. Et là, on se retrouve sous une tente avec toujours Bonazzoli aux manettes, seul. Il a fichu tout le monde dehors, il ne veut personne dans les pattes. Mais à côté, il y a un camion où ils sont tous entassés. Et il voit apparaître sur un écran, en couleur, de grosses taches, la forme des gisements. Et puis des indications, leur profondeur, leur épaisseur, la teneur en hydrocarbures. Paul Alba est subjugué. De retour chez Elf Aquitaine, il raconte tout au patron. Cette invention, c'est le truc du siècle, hein. On peut pas passer à côté. Et là, ça s'emballe. Pierre Guillaume, le président, perd d'un coup tout sens critique. Il veut signer un contrat tout de suite, là, maintenant. Et personne pour lui refroidir la calebasse. Il n'y a qu'une dizaine de types au courant de l'histoire. On n'appelle aucun scientifique pour lui demander son avis. Le président de la République est consulté, il donne son feu vert sans moufter. Il s'est fait retourner le cerveau par Antoine Pinet. On ne refuse rien à Antoine Pinet dans ces années-là. On lui doit tant. Et donc 3 mois après le premier rendez-vous, 2 mois après le premier test, en juin 1976, Pierre Guillaume signe un contrat pour exploiter l'invention pendant 1 an. Un contrat à 400 millions de francs. Et avec qui? Avec la Fisalma. C'est une société panaméenne dont le seul actionnaire est le comte de Villegas. Les choses sont claires. Elf peut utiliser la machine pendant 1 an, mais hors de question d'expliquer comment ça marche. Voilà, c'est signé. Je vous l'ai dit, on n'a pas consulté de scientifique. Aucun. Mais on n'a pas non plus vérifié qui étaient ces 2 oiseaux. Et pourtant, il fallait moins d'1 heure pour découvrir qu'Aldo Bonazzoli n'est pas plus physicien nucléaire que vous et moi. Il a dit qu'il a inventé une longue vue avec un capteur sonore capable de voir et d'entendre des astronautes dans l'espace et un rayon qui peut détruire des bombes atomiques. Il délire. Son vrai métier, vous savez ce que c'est? Son vrai métier. Il est réparateur de télé. À Lurano, en Italie, son village natal. Réparateur de télévision.
Quant au comte de Villegas, c'est un illuminé qui annonce la fin du monde pour l'an 2000. Il dit qu'il y aura des élus et que les extraterrestres viendront les chercher pour les sauver. Pour vous dire à quel point ils sont dingos tous les deux. Ça fait des années que le comte finance les recherches de Bonazzoli, le réparateur de télé. Il l'a lancé sur un système pour désaliniser l'eau de mer et un autre pour détecter les nappes phréatiques. Tout ça pour apporter de l'eau à l'Afrique. Ils sont dingos, ils sont complètement maboules et ça prenait 5 minutes de le vérifier. Et le président d'Elf-Aquitaine, avec l'assentiment du gouvernement et du président de la République française, vient de leur faire un chèque de 400 millions de francs. Elle est pas belle, mon histoire ? Et Villegas, dès qu'il touche son gros chèque, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il dépense. Il fait des folies, au sens littéral du terme. Il commence par faire retaper son château de Riviérain, près de Bruxelles, et là il fait installer un centre de recherche fondamentale. Et ensuite, il achète un bateau, et dans la foulée, 4 avions, dont un Boeing 707, pour lesquels il fait construire un hangar de 2000 mètres carrés sur l'aéroport militaire de Bruxelles. Et après, il embauche une grosse équipe, une 40aine d'employés, des pilotes d'avion, des mécanos, des techniciens. Et à la tête de tout ça, il met Bonazzoli, le technicien réparateur de télévision. Et comme chez Elf-Aquitaine, on ne sait pas qu'ils sont cinglés tous les deux, eh ben on est rassuré. On se dit, s'ils investissent autant d'argent, c'est qu'ils sont sûrs de leur coup. Et à l'automne 1976, c'est parti. L'opération commence pour de bon. L'avion survole d'abord la mer d'Iroise, au large d'Ouessant, dans le Finistère, puis l'Aquitaine, puis le golfe de Gascogne, puis la Camargue, le Languedoc, le Jura et la Suisse. Et régulièrement, ça bip. Et sur l'écran, dans l'avion, on voit apparaître les formes, les patates, les gisements de pétrole. Et en décembre 1976, l'avion survole Montaigu, dans le Gers, et apparaît sur l'écran une énorme tache en forme de salamandre, 9 km de long sur 1 km de large et 100 mètres de haut. Le tout à 3800 mètres sous terre. Le jackpot. Eh ben, il n'y a plus qu'à creuser. Et donc on creuse, ou plutôt on fore. 3800 mètres de profondeur, rien, pas un millilitre de pétrole. 4483 mètres de profondeur, toujours rien. Chez Elf-Aquitaine, on commence à bouillir. Mais Bonazzoli a une explication. La tige pour le forage est tombée au mauvais endroit, entre deux gisements. Et chez Elf et au gouvernement, tout le monde gobe cette explication. Sauf peut-être le nouveau président d'Elf-Aquitaine, Albin Chalandon. Il vient de remplacer Guillaumat, atteint par la limite d'âge. Mais on se fiche complètement de son avis, car on a gardé Guillaumat dans un coin. C'est toujours lui qui s'occupe de ce projet stratégique. Et pendant ce temps-là, sur les indications de la machine, on continue de forer. Au Gabon, au Maroc, dans des zones improbables, dans du granit, et on ne trouve rien. Et quand Elf-Aquitaine demande des comptes à Villegas, l'autre devient tout rouge. Ah, si vous n'avez pas confiance, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais voir les Arabes ou les Américains. Je suis sûr qu'ils vont trouver l'invention très intéressante. Et comme il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, eh ben on leur trouve des excuses. Ils ont fait une formidable découverte fondamentale, mais leur machine n'est pas tout à fait au point, c'est tout. C'est ça le problème. Et donc, eh bien, on va les aider à développer la machine. Elf demande à mettre la main dans la machine, à ouvrir les capots et à voir comment ça marche. Et en face, le comte de Villegas dit « D'accord, mais c'est un nouveau contrat ». Et donc le 24 juin 1978, on signe un nouveau contrat à 500 millions de francs de plus. 500 plus 400, Elf-Aquitaine a lâché pour l'instant 900 millions de francs.
Et ensuite, on fait venir de jeunes ingénieurs, des polytechniciens. Et pendant une semaine, Bonazzoli, le réparateur de télé, leur donne des cours. C'est surréaliste. L'avion interagit avec l'appareillage et puis les tubes transforment le flux gravitationnel en flux électromagnétique. Bonazzoli parle aussi de gravitrons qui passeraient à travers la matière, de flux gravitationnels et de flux électromagnétiques. Il raconte tout ça avec un aplomb incroyable. Et en face, les crânes d'œufs ne comprennent rien, mais ils prennent des notes en se disant « c'est une nouvelle théorie, c'est un nouveau regard sur la physique, pourquoi pas ?» Et après, on reprend les explorations. Les polytechniciens sont dans l'avion, ils vont même au château près de Bruxelles travailler avec Bonazzoli. Et un jour, ils vont voir Paul Alba, le responsable de l'opération chez Elf Aquitaine. « Écoutez, monsieur Alba, la théorie d'Aldo Bonazzoli est, comment vous dire, très éloignée de ce que nous connaissons de la physique. Nous ne sommes pas en mesure d'en saisir les rouages. Eh bien, travaillez davantage, bon sang. Ce que nous essayons de vous dire, monsieur Alba, c'est que cette histoire n'est pas claire du tout. Peu importe. Le 5 avril 1979, Elf organise une démonstration pour le président Giscard d'Estaing, qui se déplace en personne à Soudron, en Champagne, sur un site pétrolier d'Elf Aquitaine, dans une petite cabane en bois. Bonazzoli lance sa machine et il annonce « Monsieur le Président, je vais vous montrer sur un écran une tige de métal qui se trouve à 700 mètres sous terre. » Et on attend. Et ça ne marche pas. « Attendez, il y a quelques réglages à faire. » Le président patiente une demi-heure, et puis... Une lumière s'allume sur l'écran, et tout de suite, on voit une cavité, et dans cette cavité, un objet métallique. On l'avait annoncé, l'objet métallique, il était là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans la voiture qui le ramène à son hélicoptère, Giscard dit à Guillaume. « Je ne suis pas franchement convaincu. Mais bon, s'il y a une chance sur 1000, faut la saisir. » Le ministre de l'Industrie, André Giraud, lui non plus n'est pas convaincu. Alors il décide de soumettre Bonazzoli à un test. Un test qui a lieu le 25 mai 79 à Rueil-Malmaison, près de Paris. Giraud a fait venir pour cette expérience un physicien, un vrai, venu du commissariat à l'énergie atomique, Jules Horowitz. Et c'est lui qui fixe l'enjeu du test. Bien. Vous voyez cette règle métallique ? Eh bien, je vais la placer derrière le mur, et nous allons voir si votre technologie permet de la voir. Il brandit la règle un bon moment, et puis il passe dans la pièce d'à côté, et sans rien dire, il casse la règle en deux. Et il revient dans la pièce. Et au bout de quelques minutes, la règle entière apparaît à l'écran. La fumisterie est révélée. Et Bonazzoli a beau se défendre. La distorsion de l'image, c'est parce que l'appareil est dans un environnement nouveau. Cause toujours mon coco. Car maintenant, les techniciens de Elf démontent la machine, pièce par pièce. Et là, ils tombent sur le poteau rose. Des magnétoscopes. Dans la machine, il y a des magnétoscopes qui renvoient vers l'écran des images enregistrées. Les patates censées représenter les champs de pétrole étaient soit des dessins, soit des photos prises en amont et projetées ensuite sur l'écran. C'est l'arnaque du siècle. Et on pourrait en rire pendant des heures si l'épopée n'avait pas coûté près d'1 milliard de francs. Et donc maintenant, vous vous dites des têtes vont tomber. Le scandale va éclater. Eh ben non, en tout cas pas tout de suite. Ils ont tellement honte. Eh bien d'abord, en juillet 1979, le contrat est rompu. Et Elf Aquitaine parvient à récupérer la totalité des 500 millions engagés lors du dernier contrat. Mais pour les 400 millions du premier contrat, c'est plus compliqué. De Villegas a flambé une bonne partie de l'argent. Il en a même donné à des œuvres caritatives.
Alors il y a les avions, il y a le bateau, il y a le hangar. Elf récupère tout ça. Et là vous vous dites, ils vont porter plainte. Les deux zozos vont être arrêtés, interrogés, incarcérés et jugés. Ce sont des escrocs. Eh ben pas du tout. L'affaire est enterrée. Ils ont tellement honte. Sauf que 2 ans plus tard, le pouvoir bascule à gauche. En 1981, Mitterrand est élu président de la République. Et au fil des mois, les socialistes découvrent le poteau rose. En 1982, l'administration fiscale met son nez dans les comptes d'Elf-Aquitaine. Et un journaliste du Canard enchaîné, Pierre Péan, entend parler de l'affaire au détour d'une conversation avec des hauts fonctionnaires du ministère de l'Industrie. Et le 22 juin, bim, l'histoire est à la une du Canard. Elf, victime d'une escroquerie à 100 milliards de centimes, la tragique histoire des avions renifleurs qui ne reniflaient rien. Au début, ça n'intéresse pas les journalistes. Quelques lignes dans Le Monde et dans Nice Matin, rien de plus. En revanche, il y en a un que ça branche. Henri Emmanuelli, le secrétaire d'État socialiste au budget. Il convoque l'ancien patron d'Elf, Pierre Guillaumin. Et l'autre se met à table, il lui raconte tout. Et Emmanuelli découvre qu'en 1980, la Cour des comptes a rédigé un rapport sur cette affaire. Et que Raymond Barre, le Premier ministre de l'époque, l'a tout simplement enterré. Et ça aussi, ça sort dans le Canard, le 21 décembre 83. Une affaire d'État, la disparition à la Cour des comptes d'un document très gênant pour Giscard et Barre. Et dans la foulée, à l'Assemblée nationale, Emmanuelli accuse Giscard d'Estaing et Raymond Barre de forfaiture. Giscard se défend au journal de 20h de TF1. Quand ce secrétaire d'État, hier, prononçait ses accusations vis-à-vis de la Cour des comptes, institution de la République, concernant le fait que peut-être à l'Élysée ou peut-être à Matignon, on avait détruit ce rapport parce qu'il contiendrait des informations compromettantes, il n'avait posé aucune question, ni au Premier ministre, à mon ancien Premier ministre, ni à aucun de mes collaborateurs. Chirac, ancien ministre de Giscard, parle de coup bas pour la droite. Mais je reproche à M. Mitterrand, je reproche à M. Mauroy l'exploitation misérable et politicienne et contraire aux intérêts nationaux, au prestige de la France et au prestige de l'une de ses plus grandes entreprises nationales, d'une affaire qui ne méritait pas d'être mise ainsi en exergue. Et la gauche commence à dire « Où est passé l'argent ? Quel est le but de cette opération ? Est-ce que ça n'était pas de détourner des fonds publics, par exemple, pour financer la campagne présidentielle de 1981 ?» En janvier 84, le Parlement crée donc une commission d'enquête. Mais Mitterrand veille à ce que Giscard ne soit pas convoqué, considérant qu'il était en fonction et donc couvert par son immunité. Et la commission rend son verdict en novembre, elle lave Giscard de toute responsabilité, elle désigne Raymond Barre comme responsable politique de ce fiasco, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura pas de procès. Et il n'y aura finalement que la honte pour punir les responsables de ce fiasco. Voilà. Si vous pensez que je vous ai menti tout à l'heure en disant que c'était la meilleure histoire du siècle, je vous autorise à me pourrir sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Allez-y, ne vous gênez pas. Pour le débrief, je suis avec Pierre Péan, l'homme qui, dans les années 80, a révélé l'affaire d'abord dans Le Canard enchaîné et qui ensuite a publié le livre de référence sur ce sujet chez Fayard. J'ai plein de questions à vous poser, Pierre Péan. Et d'abord, je voudrais qu'on résolve un mystère. Comment est-ce que Bonazzoli et Villegas savent où se trouvent les champs de pétrole que Elf avait déjà repérés et sur lesquels ils les ont testés, puisque le premier test fonctionne? On s'est aperçu après que ils avaient sûrement des connivences à l'intérieur pour pouvoir mettre des photos, mettre des cartes qui permettaient soi-disant de les voir d'avion. En réalité, ils ne voyaient rien, ils plaçaient ces cartes. Oui. Mais aujourd'hui encore, on ne sait pas comment a fonctionné cette connivence. Et donc c'est-à-dire on ne sait pas qui à l'intérieur de Elf a pu faire passer les cartes de gisement. Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire,
militaire, qui est quand même complètement dingue. Il y a plein de choses qu'on n'a pas trouvées encore aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'enquête aussi. Il y a eu des enquêtes, mais il y a plein de choses. C'est resté en panne. C'est resté en panne. Donc on peut pas répondre à la question aujourd'hui. On ne peut pas répondre encore. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui fournissait? Oui, il y avait sûrement quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Alors ce qu'on sait, c'est un peu, on peut comprendre les structures du système qui ont permis qu'une telle affaire progresse, mais dans le détail, on ne sait pas où est parti l'argent, par exemple. On sait que dans le château, c'est sûr, dans les bateaux, c'est sûr, mais est-ce qu'il y avait dans la tête de ceux qui ont conçu ce projet, est-ce qu'il y avait un projet plus grand pour un financement politique? C'est une des thèses, mais voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure là-dessus, mais donc, voilà, on peut supposer que... il y avait une connivence à l'intérieur. À l'intérieur de Elf. Alors, ces deux oiseaux, là, vous les avez vus, vous avez vu Bonazzoli. J'ai vu Bonazzoli, et pourtant je suis ni scientifique, ni un grand intellectuel, mais ce qui est sûr, c'est qu'il suffisait de passer 10 minutes avec lui pour s'apercevoir que c'était un illuminé, un rigolo, enfin, quelqu'un qui était marrant à écouter. D'abord, sur l'aspect scientifique, même si j'y connaissais rien, je voyais qu'il racontait n'importe quoi. Alors, il s'appuyait beaucoup sur son accent italien qui lui permettait de prononcer comme ça des mots qu'on comprenait pas, quoi. À toute vitesse, en plus. Ouais. Et en rigolant, et en vous mettant, en installant l'empathie, en étant un type sympathique. Sont des vrais escrocs, en fait. Alors, mais je ne sais pas jusqu'où. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que chacun des personnages, d'une extraordinaire escroquerie, il n'a pas été déterminé pour chacun d'entre eux qu'est-ce qu'il avait vraiment dans la tête. Je pense que c'est des illuminés, ça c'est sûr. Le Vilgaz aussi est un illuminé. On pourrait imaginer qu'il aurait été alchimiste. C'est dans ce genre-là. Et donc, oui, c'est des professeurs tournesol en fait. C'est des professeurs tournesol. Alors, est-ce que je suis pas sûr, parce qu'ils n'ont pas tellement touché d'argent, en fait. Bonazzoli, il n'a pas touché tellement d'argent, donc je pense pas que c'est lui le concepteur de tout l'ensemble. On a utilisé leur folie, quoi. C'est deux rigolos, ça c'est sûr, mais qui ont été en plus pris par des gens qui ne sont pas des rigolos, et en particulier par Maître Violet. Oui. Pour moi, le personnage central, c'est Maître Violet. Et c'est l'avocat, donc c'est leur avocat, et c'est lui qui les présente à Pierre Guillaumat, le président d'Elf Aquitaine. Alors, ce qui me semble intéressant dans cette affaire, effectivement, c'est de savoir comment ce Maître Violet, d'abord essayer de comprendre qui il était, qu'est-ce qu'il avait comme réseau et pourquoi il pénètre dans une forteresse d'État. Alors, je crois qu'il est important de savoir que Elf, faut avoir en tête que c'était une construction gaulliste qui était très très importante au même titre que le nucléaire et que l'électricité pour faire avancer la souveraineté nationale. Elf a été construit pour ça, c'est-à-dire pour l'indépendance. Pour l'indépendance nationale. Ouais. Ça c'est important. Et qui dit indépendance nationale dit secret, obligatoirement. Et donc tout ce qui se passait chez Elf était opaque. Donc il y a d'abord le président Guillaumat, c'est un ancien des services secrets. C'est un ancien président d'EDF, c'est un ancien président de CEA, c'est un ancien ministre des Armées, c'est un ancien ministre de la Recherche, et donc c'est quelqu'un qui est le noyau central de la politique d'indépendance. Et qu'est-ce qu'il y a même dans le système Elf et qu'est-ce qu'il a installé? Un système de secret. C'est-à-dire que de protéger la forteresse. Et d'où viennent ces gens? Ben, ils viennent évidemment du SDEC. Donc le SDEC, c'est le service de renseignement. C'est le service secret, donc la prolongation du BCRA dont était issu Guillaumat. Et puis, Maître Violet, celui qui va réussir à faire prendre une mayonnaise extraordinaire et au fond pénétrer dans la forteresse d'État, c'est un ancien honorable correspondant du SDEC, mais qui était extraordinairement bien coté pendant longtemps, qui était proche du Vatican, qui a monté des opérations secrètes au moment de l'Algérie, qui a probablement fait voter à l'ONU pour le compte de la France alors que c'était compliqué. Donc il était très bien vu, il gagnait énormément d'argent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est donc au fond, Violet, c'est
peut-être le personnage le moins naïf de cette histoire. Il n'est pas naïf du tout. Les autres peut-être, Guillaume, vous lui accordez de la naïveté? Je lui pense, la naïveté, tellement il est imprégné de cette histoire d'indépendance nationale, quelqu'un qui au moment, en pleine crise, donc faut rappeler, comme vous l'avez rappelé... Ouais, le pétrole vient de flamber 3 fois, quoi. Vient de flamber. Fois 3. Et puis, il y a eu l'Irak est en train de lâcher Elf, l'Algérie, pour elle, c'est fini, et donc Elf est complètement désorienté, alors que c'est cette société qui doit assurer l'indépendance nationale. Et donc, l'obsession, c'est de quelque chose qui va enrayer cette mécanique. Ouais. Et donc, Violet le rapporte sur un plateau, quelque chose qui va régler tous les problèmes. Tous les problèmes, donc, puisqu'on va trouver du pétrole, donc on va être, de nouveau, la France va être une puissance, presque une grande puissance, qui va être indépendante des majors américains, qui va être indépendant, qui va lutter contre l'URSS. Et donc, c'est ce personnage qui va amener. Et comment il l'amène? Alors, il a déjà des réseaux, et il a déjà des connaissances à l'intérieur d'Elf, oui. Notamment quelqu'un qui s'appelle Jean Tropel. Bon, il est très ami intime de Pinet. Pinet, Pinet, à cette époque-là, c'est un vieil homme, c'est très un vieil homme, mais il a encore, pour les gens d'un certain âge, c'est quand même le sauvetage du franc, et ça c'est à vie qu'on maintient ça. Mais à votre avis, Pinet, il est dans la magouille? Il y pense pas. Lui, il y croit aussi. Je crois que Pinet, Violet lui a vendu l'histoire et il y croit. Il défend. Et donc Pinet, il peut évidemment monter où? Il peut réussir à avoir des rendez-vous à l'Élysée avec Giscard. Donc tout le système est installé pour que ce soit un truc de défense nationale, essentiel pour la nation. Les intérêts secrets de la nation. Elf tombe avec beaucoup de naïveté dans cette affaire, par l'entremise d'un avocat, Maître Violet, qui est l'intermédiaire de toute cette histoire, et qui est peut-être le seul qui sait pourquoi il fait tout ça, parce qu'on imagine que les deux oiseaux, au fond, ne sont qu'instrumentalisés dans cette affaire. Ils sont fous, et donc on ne leur a pas donné les tenants et les aboutissants de tout ça. Alors, Maître Violet, Pierre Péan, vous qui avez révélé cette affaire en 83 et écrit ensuite ce livre chez Fayard qui raconte toute l'histoire. Je suis d'accord avec vous, c'est le seul. S'il y a une personne qui connaît tout, c'est lui. Mais on n'est pas capable de le prouver aujourd'hui. On est incapable de le prouver. Parce qu'on l'a pas cherché. Ce qu'on sait, c'est comment on peut réussir à démonter l'opération qui a fait qu'il réussit à pénétrer le système Elf, et un personnage, notamment l'obstacle Guillaume, il le franchit. Oui. Et ça, c'est important. Alors il travaille pour qui, Violet? Comment? Il travaille pour qui, Violet, dans cette affaire? Alors, hypothétiquement, puisqu'on n'a pas la réponse à la question. Alors, la seule chose qu'on sait, c'est comment il s'agite politiquement. Et il a été le plus grand honorable correspondant du SDEC, mais il faut quand même savoir... Service secret français. Le service secret français. Mais en 1970, de Maranche trouvait qu'il coûtait trop cher. Qui était le patron de service secret. Et il a envoyé des notes au ministère de l'Industrie pour dire de faire attention à ce personnage, et que c'était probablement un escroc du renseignement. Mais manifestement, la note, elle n'a pas circulé dans l'appareil d'État. Alors, ce personnage-là, il est obsédé par Moscou. C'est un anticommuniste virulent. Un anticommuniste virulent. Il agite, il réunit des cercles à Bruxelles, alors où il y a de Habsbourg notamment, où il y a le Strauss, le Bavarois, où il y a des gens les plus à droite de la CIA, où il y a, enfin, c'est des gens qui... Ce sont des réseaux quoi? De droite catholique? Qui sont des droites catholiques et virent de façon totalement virulente, anti-soviétique. Anti-soviétique, c'est ça. Paranoïaque des soviétiques. Exactement. Et donc ils montent des petits fascicules ils font de la propagande comme ils peuvent. Ils ont pas énormément d'argent, mais c'est ça son truc. Et donc l'indépendance nationale. Donc il joue très bien cette carte-là, d'indépendance nationale. Mais donc Violet, on peut imaginer qu'il ait besoin d'argent pour alimenter ses réseaux anticommunistes. Oui, mais je pense pas que ça. Alors,
probablement qu'il y a eu des dérives d'argent qui ont été pour financer ces petits cercles, ça c'est sûr. Mais alors revenons sur la façon dont il s'est servi de ces cercles pour pénétrer Elf, et il amène quand il y a une société qui est créée au premier contrat, qui est une société panaméenne, Fisalma, eh bien qui la monte, c'est quand même le président de l'UBS. Donc la grande banque suisse. La grande banque suisse. Autrement dit, quand les gens comme Guillaume voient Pinet, voient Giscard d'Estaing, voient le président de l'Union des banques suisses, et puis il est toujours accompagné, Violet, de curés, hein, et voire même de cardinaux, non? Et il va il y a des réunions où il y a eu un cardinal, le cardinal Benelli. Donc ils sont là pour crédibiliser ceux-là. Alors ils sont là ils vont dans les réunions, hein, ils vont dans les réunions à Zurich aux signatures. Ils sont au cocktail, ils participent, ils discutent pas, mais ils sont là. Donc on voit bien par qui est accompagné Violet, hein, UBS, les curés et tout ça. Et donc c'est une légitimation financière pour les gens qui regardent ça, et une légitimation morale. On peut pas imaginer un cardinal et les curés en train de monter une magouille pour prendre de l'argent à Elf. C'est pas possible. Donc c'est une piste qui est assez crédible. En revanche, la piste du financement politique français, c'est-à-dire Giscard qui aurait monté tout ça pour sortir de l'argent, pour financer en loose day sa campagne électorale contre Mitterrand en 81. Je n'y crois pas une opération comme ça. Alors il y a eu des tentatives depuis la sortie de l'affaire en 83-84 pour montrer qu'il y avait eu des financements politiques, mais rien n'a été prouvé. Parce que dans ces années-là, au fond, Giscard, s'il avait besoin de liquide, il le prenait dans les caisses noires de l'Élysée, il partait avec. C'est évident. Hein, des gens dans les années 70 comme Focard étaient des créateurs de cash qui étaient extraordinaires, et le cash fonctionnait. Hein. Donc on n'avait pas besoin de monter... on n'a pas besoin de monter aussi compliqué, parce que c'est quand même une opération extraordinairement compliquée, où avant d'obtenir un euro, un franc, il fallait quand même acheter des avions, acheter tout ça. Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas grand-chose de ça. Moi, j'ai bien connu, jusqu'à sa mort, un des acteurs, celui qui s'occupait des avions, qui s'appelait Daniel Boyer. Eh bien, jusqu'à sa mort, il a jamais pu croire que c'était une escroquerie. Hein, il croyait que ça n'a pas marché peut-être, mais ça aurait pu marcher. Merci beaucoup Pierre Péan d'avoir accompagné ce récit et de l'avoir débriefé avec ce que vous savez et pas avec ce que vous ne savez pas, évidemment. Donc ce qu'il y a aussi d'intéressant dans cette histoire, c'est sa part de mystère. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.